Du coup, je reprends. Donc ce soir, on va parler de tests de perf ou de charge. On verra un petit peu la différence, mais surtout dans la vraie vie, avec des vrais exemples en fait de l'implémentation qu'on en a fait nous chez Quorum. Et plus spécifiquement, j'ai absolument aucun intérêt dans l'outil Cassis ou aucun lien avec cette entreprise et tout, mais c'est l'outil qu'on a utilisé et en l'occurrence, il répondait plutôt bien à ce qu'on cherchait. Donc du coup, je vais le mentionner un petit peu tout le long de la presse en vous donnant probablement une vue un peu biaisée positivement, mais au moins vous pourrez vous faire un avis avec un vrai exemple. Euh, Hop là. Pour commencer, du coup, qui je suis? Donc, je m'appelle Yann Persson. Je pense que si je devais me définir, je suis un papa depuis pas très longtemps, c'est 1 an et demi, et je le mets en premier parce que c'est, je crois, ce qui occupe le plus clair de mon temps. Le deuxième point, c'est que je fais plus de QA en fait. Je fais du produit, je suis revenu faire du produit après quelques années, je sais pas, 8 ans de QA, quelque chose comme ça. Et je suis passionné de plein de choses, de trucs de geek, sur des téléphones, sur des ordis, de voitures, de montres, de chaussures. Et je pense que ça me résume assez bien ces 5 emojis. Ce que je fais, donc du coup, comme je vous ai dit, je suis product manager dans une boîte qui s'appelle Quorum l'épargne. Quorum l'épargne, c'est une entreprise, on a fêté nos 10 ans la semaine dernière. Donc on n'est pas du tout une start-up et on n'est pas du tout un immense grand groupe. On est une boîte qui fait de l'asset management. L'asset management, c'est globalement, on nous confie de l'argent et nous, on va aller l'investir et le gérer. Il y a plein de façons d'investir de l'argent. Il y en a deux sur lesquelles nous, on est focalisé. C'est les obligations, donc du crédit finalement. Et quand on parle d'obligations, il y a plein de types d'obligations, des obligations qui sont plus ou moins risquées. Nous, on joue sur le tableau des obligations qui sont quand même assez risquées, mais qui du coup ont un rendement qui est assez intéressant. Et le deuxième point, c'est qu'on est focus sur de l'immobilier. Donc en gros, des gens vont venir nous confier de l'argent et nous, on va aller acheter des hôtels, on va aller acheter des bureaux, on va aller acheter des centres commerciaux. Et les loyers qu'on va toucher vont être reversés aux gens qui auront investi. Pour donner une petite idée, aujourd'hui, alors le chiffre ne doit même plus être à jour, on doit être à 4 milliards aujourd'hui, on gère 4 milliards d'euros. C'est beaucoup et pas beaucoup. En termes d'asset management, c'est finalement dans le monde pas tant que ça. Mais dans l'absolu, gérer 4 milliards d'euros, ça veut quand même dire qu'il y a des gens qui nous ont confié 4 milliards d'euros. Et donc du coup, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et on est une boîte dans laquelle la qualité est réellement comment dire, mise au cœur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des choses qui ne fonctionnent pas. Le deuxième business qui nous concerne, c'est qu'on fait de l'assurance vie. L'an dernier, on a eu un agrément d'assureur vie. Il y avait personne qui avait eu ça ces 15 dernières années. Et donc, on a lancé un contrat d'assurance vie. Donc, de la même manière que ce qui est au-dessus, on commence un petit peu à se spécialiser sur certains domaines. Et au global, je disais qu'on n'est ni une startup ni un grand groupe parce qu'en fait, on est 170. Et sur ces 170, on est une trentaine en gros, une majorité d'internes qui font de la tech et du produit. Donc, on a des équipes de dev en interne, on a des DevOps, on a des QA, des produits, du design. Donc, une orga assez classique. Le vif du sujet. Alors, l'histoire, globalement, c'est qu'on a plein d'applicatifs chez Quorum. Et en fait, tous ces applicatifs, il y en a certains qui sont sur des technologies qui sont pas forcément hyper fun. On a notamment un back-office pour la partie immobilière. Et ce back-office pour la partie immobilière, il est basé sur un ERP qui s'appelle Microsoft Dynamics. Euh, alors, je ne sais pas dans l'audience s'il y a des gens qui connaissent ou qui manipulent Microsoft Dynamics. C'est très bien pour certains usages, c'est complètement pourri sur d'autres. Donc, du coup, ça pose plein de contraintes. Il s'avère qu'on a un CRM qui est basé aussi sur Microsoft Dynamics, tout simplement parce qu'en fait, on avait un seul outil il y a quelques années et qu'on l'a splitté en deux pour réellement séparer ce qui est de l'immobilier de ce qui est la gestion des clients.
mais les deux sont basés sur Microsoft Dynamics. Le point commun à ces deux outils-là, c'est que vu qu'ils sont sur Dynamics, il n'y a pas d'API simple et clean sur cet outil. Alors, il y a différentes choses qui pourraient s'apparenter à de l'API, mais pas du tout un truc simple et utilisable. Je ne vais pas troller Microsoft, mais ils sont assez bons pour justement faire des trucs où sur le papier, ça a l'air pas mal, et en fait, dans les faits, c'est pas si simple que ça. Du coup, dans notre cas, il s'avère que ce back-office SCRM, en fait, on a besoin de faire rentrer beaucoup d'infos dans ces outils-là, mais aussi d'en tirer beaucoup d'infos. Et donc, on a décidé de construire notre propre API, une API REST, tout ce qui est de plus a priori classique, qui va se servir de données dans notre back-office, qui va se servir de données dans notre CRM, qui applique une certaine logique et tout, et qui nous permet justement d'exploiter l'ensemble des infos qui sont dans ces deux outils. Je vous ai fait un petit schéma, voilà, avec une appli qui s'appelle JS Paint, qui est absolument génial. C'est un gars qui a refait Paint dans le navigateur. C'est juste pour vous montrer un petit peu à quel point l'API dont je parle, en fait, elle est au cœur de nos systèmes. Donc, quand je dis au cœur de nos systèmes, c'est qu'en fait, tous les applicatifs autour vont à un moment ou à un autre interagir avec cette API. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que quand on a une API comme ça qui est au centre de tout, il faut absolument qu'elle fonctionne bien. Et donc, ça veut dire qu'on va faire un certain nombre de tests sur cette API avant de la déployer, que quand on va la faire évoluer, on va devoir faire de la non-régression et ainsi de suite. Ça veut aussi dire que, vu qu'elle est au cœur, il faut qu'en termes de perf, on s'assure qu'elle est toujours, qu'elle répond toujours bien comme il faut. Et surtout qu'au fur et à mesure du temps, en ajoutant des fonctionnalités, on n'est pas en train de dégrader les performances. Parce que si on les dégrade sur cette API-là, en fait, on est en train de les dégrader sur plein d'applicatifs qui sont autour. Maintenant qu'on a un peu de contexte, si on parle de tests de perf, j'ai repris la petite définition qui est sur Wikipédia, en fait, qui dit que le test de perf, c'est une des façons de tester. Mais en gros, l'idée, c'est de déterminer comment un système se comporte en termes de... Bon, du coup, en anglais, ça va être en termes de responsiveness and stability, quand on lui applique une certaine charge. Quand on parle de test de charge, justement, bah, c'est juste une des façons de tester la performance. Et en l'occurrence, le test de charge, c'est je vais appliquer une charge donnée et je vais voir ce qui se passe et comment mon système réagit. Du coup, maintenant qu'on a ces deux définitions, la première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'on teste en fait? Qu'est-ce qu'on veut tester sur notre API? Et moi, le premier truc le premier message en fait que je veux passer, c'est juste, ça sert à rien d'essayer d'être trop intelligent. Faut pas essayer de réinventer la roue. Il faut juste faire des choses simples. Et faire des choses simples, ce que ça veut dire, c'est d'appliquer le principe du keep it simple stupid, et donc d'essayer de trouver les quelques scénarios qui en fait vont représenter la majorité de ce que les utilisateurs vont faire. Et quand je dis utilisateurs, dans notre cas, c'est pas forcément des utilisateurs end-user, clients de Quorum, c'est potentiellement nos autres applications. Qu'est-ce qu'elles vont faire en interagissant avec notre API? Dans notre cas, un exemple très concret, c'est on va créer un contact, on va le mettre à jour pas mal de fois, probablement parce que tel applicatif est en train de le mettre à jour ou parce qu'il il est en train de faire un tunnel de souscription et donc à chacune des étapes, il nous donne des infos supplémentaires. Et puis on va le récupérer. C'est un exemple parmi d'autres, mais pour nous, c'est un exemple qui, par exemple, est vachement représentatif et qui, même si c'est un seul scénario, va potentiellement, en termes de pourcentage d'usage, représenter une grosse partie. Si on continue, on peut appliquer ça à d'autres entités en fait chez nous. Donc là, je parlais d'un contact, ça veut dire une personne physique, mais on pourrait appliquer ça à un account, c'est-à-dire une personne morale, et ensuite à des notions que nous, on va appeler opportunité et proposition, où en fait, une opportunité, bah, c'est quand un contact ou un account va nous contacter. Et si nous contacte, c'est qu'il y a potentiellement une opportunité commerciale derrière.
Et pour une opportunité donnée, on peut lui faire des propositions d'investissement. Et donc, ces propositions sont matérialisées sous la forme de proposals. Et donc, nous, si on regarde un petit peu l'entièreté de notre écosystème, on se rend compte que finalement, avec juste ces quelques entités et quelques scénarios autour de ces entités, ça représente plus de la majorité, enfin, plus de 50% finalement de l'usage de nos API. Un exemple concret, du coup, avec Cassis. On reviendra sur Cassis juste après, mais juste pour vous montrer un petit peu le formalisme, on va dire, d'un test sur Cassis. Nous, on a pu formaliser certains scénarios en disant, voilà, j'ai un groupe d'actions. Ce groupe d'actions, c'est j'ajoute un contact, je lui rajoute des détails, je le récupère, je l'édite, et ainsi de suite. Et donc là, ce que ça veut dire, c'est tout simplement que je vais avoir une ligne où je crée un contact. Ensuite, je vais lui ajouter des incomes, c'est-à-dire son salaire, par exemple. Je vais lui ajouter des charges, ça peut être un loyer ou un crédit. Je vais lui ajouter un patrimoine, donc un asset. Wait a bit, ça veut dire je vais attendre un temps défini ou random qui va correspondre à potentiellement quelqu'un qui est en train d'attendre sur notre parcours, et ainsi de suite. Et donc là, on a un groupe concret d'actions que Cassis va exécuter. Là, c'est sur une API. On pourrait très bien imaginer faire ça sur, je sais pas, du web. Et au final, ce serait des calls HTTP de la même manière. Et on aurait pu récupérer l'info via, par exemple, un outil d'analytics ou ce genre de choses. Nous, pour récupérer ces stats-là, on s'est basé sur des logs, tout simplement. Regarder dans nos logs ce qui était concrètement fait, faire un petit peu de tri. C'est pas de l'analyse de données de fou furieux, mais c'est faire un petit peu de tri parmi tous les appels pour essayer de les classifier, de les clusteriser pour arriver à ce type de scénario. Maintenant qu'on a à peu près décidé ce qu'on veut tester, faut se poser la question de ce qu'on veut vérifier. Nous, on s'est juste focus en fait sur certains points, et en l'occurrence, on en revient toujours à cette ERP Microsoft Dynamics qui a plein d'avantages mais plein d'inconvénients. Un des inconvénients, c'est qu'on ne maîtrise pas forcément la vitesse à laquelle il va fonctionner, et notamment la vitesse à laquelle il va écrire de la donnée en base. Donc vu qu'on sait qu'on a une forte contrainte sur cette partie-là, nous, ce qui nous intéressait, c'était le response time. C'est de se dire, si je fais une action sur mon API qui, par exemple, crée un contact, ensuite elle va aller créer ce contact dans mon ERP derrière, je veux vérifier et maîtriser que ce temps de réponse, sans forcément l'améliorer de façon drastique, qu'au moins il ne se dégrade pas d'une version à une autre. Pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être d'autres métriques. Mais dans notre cas, c'était ça celui qui était le plus important, on va dire. Ensuite, une fois qu'on a défini un métrique donné, l'idée c'est de se dire quelle est la cible qu'on veut avoir en fait. Et là, j'en reviens un petit peu toujours au même truc, c'est un keep it simple stupid, et surtout pas se mettre un but qui n'est pas atteignable en fait. C'est un petit peu comme quand on définit des objectifs à des gens dans une équipe. Il faut que tous les objectifs soient atteignables, sinon ça n'a aucun sens. Et là, c'est la même chose. Et donc sur Dynamics, nous, on s'est focalisé sur deux métriques, enfin deux valeurs de métriques qui nous intéressaient, qui sont les percentiles, et notamment le 95e et le 99e. Alors, je fais un petit aparté pour expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Dire que mon percentile 95 il est inférieur à 1 seconde, ça veut dire que je veux que 95% de mes requêtes aient un response time en fait qui soit inférieur à 1 seconde. Et le percentile 99 en dessous de 2 secondes, ça veut dire que je veux qu'il y ait 99% de mes requêtes qui soient en dessous de 2 secondes. Je regardais juste les questions sur Slido sur le côté si vous en posez. Sur ces percentiles, ça, c'est des chiffres de la vraie vie. C'est-à-dire que je ne vais pas vous bullshiter en vous disant que je veux un P95 qui est à 100 millisecondes. Oui, en tant que product manager, j'aimerais bien que ça marche comme ça, mais techniquement, tout n'est pas possible en fait. Donc, il faut essayer de trouver ce qui est le plus logique et pertinent. Nous, cela nous semblait atteignable, et au début, on était largement en dessous, on est un petit peu remonté à la limite, et puis ensuite, on a commencé à optimiser pour toujours rester sous cette limite-là.
Je vois qu'il y a une question là sur quand on parle de requête, est-ce qu'on parle d'appel API ou du scénario complet? Là, je parle de chacune des requêtes. Les métriques qu'on traque, nous, sur cette API-là, c'est par requête. Le scénario est là pour représenter un usage global sur l'API, donc pour représenter une charge globale qui a du sens, en fait, qui soit pas juste en mode bourrin à dire je vais créer 200 000 contacts en 4 secondes et je vais voir comment mon API réagit. Ça n'a aucun sens pour nous. Peut-être que pour une entreprise qui aurait, je sais pas, du e-commerce qui ferait un Black Friday, ça aurait du sens, mais pour nous, c'était pas le cas. Donc, le scénario global est là pour simuler une charge qui est intéressante fonctionnellement. Et par contre, les métriques qu'on regarde, nous, c'est par requête. Parce que c'est justement là-dessus que ça va être intéressé. Une question sur est-ce que le P95, pour quel environnement c'est? Est-ce que c'est en prod ou c'est en environnement de test? On va y venir un petit peu sur les histoires d'environnement. En l'occurrence, là, je parle de production. Et dans notre cas, vu qu'on a des infrastructures qui sont autour de Dynamics très proches entre la production, notre environnement de test et notre environnement de dev, autant sur le dev, on ne monitore pas du tout ce genre de choses, autant sur l'environnement de test et l'environnement de prod, c'est les mêmes métriques et on veut atteindre les mêmes valeurs. Y a-t-il une abstraction du temps de réponse des bases de données, surtout que des bases bien remplies, ça a un impact? Et bien justement, dans un système où on a une bonne maîtrise de la base de données, oui, on pourrait creuser le point de quel est le temps réellement qui est pris par la base et le temps qui est pris par le reste. Avec Dynamics, c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Donc c'est une des contraintes qu'on a nous, c'est que ce split-là, en fait, il est très compliqué à faire. Bon, il n'y a pas d'autres questions pour le moment, je vais continuer. Hop là. Oui, effectivement, là j'ai parlé des percentiles, mais avant de parler percentiles, sur chacune des requêtes, on va vérifier des basiques. Les basiques, c'est je ne veux pas prendre en compte les temps de réponse des requêtes qui ne vont pas finir en 200 par exemple. Parce que c'est des choses qui m'intéressent moins. Que ma 404 elle réponde super vite, oui, c'est génial, mais ça veut quand même dire que j'ai une 404. Si j'ai une 500 qui répond, enfin, si j'ai une requête qui revient en 500, donc ça veut dire une erreur serveur, et qu'elle revient en 4 millisecondes, oui, c'est génial, je suis capable de renvoyer une erreur serveur en 4 millisecondes, mais ça n'apporte rien à mon utilisateur. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans Cassis, dans la manière dont on définit nos appels, là, je suis descendu un cran plus bas. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré un scénario dans lequel il y avait certaines fonctions comme getContact. Là, c'est dans le détail, qu'est-ce que c'est getContact? Et donc, quand je vais récupérer un contact, je vais faire effectivement une requête get sur un endpoint donné avec un ID donné, certains paramètres d'authentification et ainsi de suite. Et quand cette requête, elle va revenir, je vais aller vérifier que déjà, elle est en 200. Et ensuite, nous, des checks assez basiques, mais sur ce type de requête, c'est ce qui avait du sens, c'est de vérifier que l'ID qu'on m'a envoyé dans la réponse était effectivement bien celui que je lui avais demandé, pour être sûr que cette requête-là, elle a du sens en fait. Et si ça se passe mal, je log bien sûr les erreurs. La dernière ligne, c'est un point qui revient là sur le P95, P99 et toutes les autres métriques. Cassis a l'énorme avantage d'avoir un suivi en fait de pas mal de métriques comme ça de façon très simple. Et en fait, sur les requêtes que vous voulez traquer, il vous suffit de bien définir vos trends, donc on y reviendra, mais de bien définir ce que vous voulez comme métriques. Et sur la requête en question, vous avez juste à rajouter ce qui vous intéresse comme métrique, et ça le fera le suivi à la fin et ça vous fera les résultats tout seul, ce qui est plutôt puissant. Il y a une question de Yannick qui est est-ce qu'on gère une validité de la donnée, donc un pourcentage acceptable d'erreur? Non. C'est-à-dire que on n'accepte pas qu'il y ait d'erreurs, et s'il y a des erreurs de ce type-là, où une requête n'est pas revenue en 200, on va considérer que le test s'est pas bien passé. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que on fait du fonctionnel en même temps que du test de perf, mais parce que dans notre cas, ça a du sens. Ça n'aurait peut-être pas le même sens dans un autre environnement. En tout cas, dans notre environnement, ça a du sens. Alors, il y a une question qui est plus générique, je pense qu'on y reviendra un petit peu plus à la fin sur le temps de développement d'un script et tout. Quand j'aurai un petit peu plus tout déroulé, on en discutera.
Hop là. Donc maintenant qu'on s'est dit tout ça, on va revenir un petit peu sur le choix de l'outil. Et il y avait notamment une question qui a été posée tout à l'heure sur comment on a choisi. Quand on veut choisir un outil de test de perf, on se rend compte qu'en fait, il y en a beaucoup, mais genre vraiment beaucoup. Là, je vous ai mis juste des screenshots. Je crois que c'est ne serait-ce que juste la première page de Google quand on tape Load Testing Tools ou Best Performance Testing Tools ou n'importe quoi d'autre. Des articles comme ça, il y en a des dizaines. Donc, moi, je vais vous donner juste notre set de critères qui nous a permis de choisir Cassis. C'est pas du tout la recette parfaite, c'est juste voilà, un exemple parmi X. Pour nous, ça a marché comme ça et ça nous a mené vers Cassis. Pour quelqu'un d'autre, ça pourrait mener vers un autre outil. En tout cas, pour le moment, nous, on est plutôt satisfait de celui-ci. La première chose sur laquelle on s'est penché, c'est le langage. C'est-à-dire qu'on est une équipe, comme vous avez vu, on est une trentaine à la tech et au produit. Ce qu'on veut pas, c'est maintenir un set de langage de fou furieux. C'est-à-dire avoir 10 langages différents, qu'il y ait des langages côté dev, qu'il y ait des langages côté QA, et ainsi de suite. Le truc, c'est que chez nous, tout le monde fait un peu de JS. Aussi bien sur le front, donc du JavaScript, sur le front, ils en font. Sur le back, on a certaines choses qui sont sur du Node. Et côté QA, on a des QA qui utilisent Cypress, par exemple. On a des QA qui touchent beaucoup à Postman, dans lequel il y a aussi un peu de JS. Bref, c'est un peu le langage que tout le monde sait à peu près toucher. Tout le monde n'est pas expert, mais tout le monde sait y toucher. Le deuxième point sur lequel on est toujours très attentif quand on choisit des outils, c'est la communauté qui est autour. Et en l'occurrence sur Cassis, ils ont un forum qui est quand même assez puissant, où il ne va pas forcément y avoir des millions de gens qui interviennent, mais par contre, quand des gens interviennent, ils ont des réponses qui sont pertinentes et globalement assez rapides. Donc c'est quand même appréciable. Et pour nous, ça comptait quand même pas mal, parce que vu qu'on n'est pas beaucoup, on n'a pas forcément d'experts en interne là-dessus. Le dernier point, c'est les fonctionnalités. Et en l'occurrence, Cassis est assez bien foutu pour tout ce qui est mettre en place l'outil au départ, l'utiliser. En plus, du coup, ils ont des images Docker qui sont assez bien foutues, qui sont prêtes et tout. Ce qui fait que l'intégration, par exemple, à CI est extrêmement simplifiée. Ce qui fait aussi que sur du test de perf ou du debugging, c'est plus simple avec des images qui sont cohérentes et que les devs peuvent réutiliser, que les QA peuvent utiliser, et ça reste toujours les mêmes pour tout le monde. Et un deuxième point qui est assez important, c'est toute cette gestion des checks. Donc on l'a vu sur, par exemple, les codes HTTP, sur le contenu des réponses, et ainsi de suite. Toute la librairie de check, il n'y a pas besoin de se prendre la tête s'il y en a déjà une. Et sur les thresholds, donc ça c'est ce dont on discutait avec le 95e et le 99e percentile, tout ça c'est assez bien intégré en fait. Il n'y a pas besoin de se poser la question de rajouter une librairie de test par-dessus ou de comment je vais pouvoir formuler ça ou de comment je vais pouvoir agréger mes résultats et ainsi de suite. Donc c'est extrêmement appréciable. Un petit exemple du coup sur la simplicité, c'est tout simplement quand je veux, par exemple, sur un get contact, mettre un certain nombre de thresholds, je vais pouvoir setter un threshold qui va être, je veux un temps de réponse moyen inférieur à 1000 millisecondes et un 95e percentile inférieur à 2000. C'est juste un fichier JSON finalement à définir et c'est tout. Sur la partie organisation du test, il y a différentes choses qui peuvent être faites, mais ce qui est assez appréciable, c'est qu'on peut définir pareil des plateaux, des montées, des descentes et ainsi de suite, de façon très simple en JSON. Donc du coup, là, je dis juste que je veux une target de 3 utilisateurs au bout de 10 secondes, puis ensuite je veux 5 utilisateurs au bout de 4 minutes, et enfin, je veux finir par 30 secondes, toujours en maintenant 5 utilisateurs. Ça, c'est quand même vraiment top. C'est tellement appréciable comparé à d'autres outils. J'ai beaucoup utilisé JMeter dans le passé. On peut faire plein de choses avec JMeter, mais c'est pas aussi simple qu'écrire 5 lignes dans un fichier JSON. Pour continuer un petit peu là sur tout ce setup et tout, du coup, juste pour vous montrer un exemple concret de fichier, la partie
librairie, import de différentes librairies autres est hyper simple. On peut factoriser un max comme n'importe quel code JS ses propres choses. Donc nous, typiquement, on a des fonctions de support pour générer certaines choses. On a des trucs un peu plus fonctionnels qu'on va utiliser pour simplifier la manière dont on écrit les tests. Et ensuite, il suffit de définir ses métriques et d'enchaîner. Donc toujours une certaine simplicité en fait dans le développement vraiment d'un script. Pour en revenir à la question sur le... alors, attendez une seconde. Hop là, désolé. Hop là. Du coup, pour en revenir à la question sur le temps de développement d'un script, c'est difficile de répondre en fait, parce que ça dépend extrêmement de la complexité de ce que vous voulez faire. Nous, le setup a été un peu long, parce que définir l'ensemble des scénarios qu'on voulait, ça, c'était compliqué. Après, réécrire des scripts, une fois qu'on en a quelques-uns, franchement, là, ça se compte en minutes. Enfin, c'est vraiment ultra simple. L'énorme avantage aussi, c'est que tout ce qu'on fait, finalement, c'est du JS. Donc, on peut le committer. Donc, on peut faire des pull requests. Donc, toute la gestion est très simple, au contraire d'outils où, je sais pas, des Neoload, du JMeter, des choses comme ça. C'est moins simple de faire rapidement des choses et c'est moins simple de le faire reviewer rapidement et de le faire approuver et ainsi de suite. Là, on reste dans du code, donc on est plus proche d'un Gatling ou ce genre d'outil. Alors, d'autres questions? Est-ce que c'est possible d'utiliser avec TypeScript? Oui. Nous, on l'a pas fait, mais je sais que c'est possible. Est-ce que la couche d'accès JS à l'API utilisée dans Cassis est partagée dans d'autres contextes API ou outils? Chez nous, non. Mais je sais pas à quel point c'est possible. Ça, ce sera un point à creuser. Tant qu'on est dans les scripts, il y avait une question il y a une dizaine de minutes sur Postman. Alors, en fait, Cassis propose, alors je ne sais plus si c'est Cassis exactement ou quelqu'un qui a proposé en open source un importeur en fait de scénario Postman dans Cassis. On s'en est servi pour essayer. En vérité, l'output de ce truc-là est quand même pas ultra fameux. Le code, il est pas super clean et ça respecte pas toutes les bonnes guidelines que Cassis met dans sa doc. Donc, ça peut servir. Maintenant, est-ce que j'industrialiserai ça en prod? Je pense pas. Donc, je suis un peu mitigé sur l'usage de cet importeur de Postman vers Cassis. Tac, niveau question, je crois qu'on est plutôt bon. Hop. Donc là, on a parlé un petit peu de qu'est-ce qu'on veut tester, quel outil on utilise et tout. Maintenant, le concret, c'est les faire tourner. Et donc, les tests, on parlait d'environnement tout à l'heure. J'ai un point de vue assez tranché là-dessus, qui est que soit on teste sur un environnement qui est très proche de la production, et auquel cas les résultats de cet environnement-là ont du sens à être comparés à ceux de la prod, soit on considère que c'est pas le cas, et dans ce cas-là, autant être proche des devs, donc un environnement qui est proche de celui de dev. Avoir un truc qui est un petit peu entre les deux, mais qui au final ne fait ni bien l'un ni bien l'autre, moi j'avoue que je suis un petit peu, je trouve ça un petit peu bof. Je vois pas trop l'intérêt en fait de mettre un peu plus de ressources qu'en dev, mais finalement pas autant qu'en prod, parce que ça va donner des résultats qui seront utiles ni d'un côté ni de l'autre. Nous, en toute transparence, on est sur un environnement qui serait plus proche de dev que de prod, tout simplement parce que la partie ERP, de toute façon, c'est la même sur tous les environnements, mais par contre, la partie scaling dans Azure de nos différentes applications autour, on est clairement sur un environnement de test et pas sur un environnement de production. Donc, on n'a pas les mêmes autoscaling, par exemple, qui sont en place. Le deuxième point, c'est que avec un outil comme ça, on peut profiter du fait qu'on peut tout automatiser et qu'il n'y a absolument rien à faire manuellement. Donc, automatiser le fait que ça tourne, mais aussi automatiser tout le traitement des résultats. Et donc, pour vous mettre un petit peu un exemple, donc là, on est sur Azure DevOps, que nous, on utilise pour toute notre CI/CD.
vous voyez ici un pipeline de tests. Donc là, l'artefact qui est en entrée, c'est tout simplement un build. Le premier stage sur ce pipeline-là, c'est de le déployer sur un environnement de dev. Ensuite, c'est de faire un certain nombre de tests fonctionnels et un certain nombre de tests de synchronisation, donc qui sont des tests chez nous entre différents outils. Si c'est de la passe, ensuite, on va aller faire du test de perf. Pour entrer un petit peu plus dans le détail, du coup, sur le test de perf, donc là, je zoome sur la partie numéro 4 ici à droite. Il y a différentes étapes. On va aller récupérer un certain nombre de secrets, donc des clés d'authentification qui vont nous servir pour se servir de l'API ensuite. Et ensuite, honnêtement, c'est ultra simple dans le sens où il y a une première étape, on récupère une image Docker officielle de Cassis, qui, du coup, il n'y a absolument rien de spécial à faire. Le deuxième point que nous, on utilise, qui est un point un peu spécifique, c'est que vu qu'il y a une communauté open source autour de Cassis qui est assez intéressante, il y a un plugin Cassis to JUnit qui en fait permet de mieux formater les résultats au format JUnit pour qu'ils soient plus utilisables derrière. Donc juste on installe ce qu'il faut. On lance les tests. Et finalement, lancer les tests, c'est juste faire un Docker run et avec les bons arguments. Et la dernière phase, c'est la publication des résultats. C'est juste on va aller récupérer du coup l'output qui est un fichier XML JUnit classique. Et cet output-là, on va le stocker sur Azure dans la partie visualisation des résultats. Ce que ça donne concrètement, c'est ce type de choses, où du coup, dans Azure DevOps, on va voir quels sont les scénarios qui ont fail ou qui ont pass. Et en l'occurrence, chez nous, les scénarios finalement sont relatifs à des endpoints spécifiques. Donc là, typiquement, je vois que sur ce run-là, j'ai eu un edit an account qui a fail. Je vois pas de questions supplémentaires. Hop là. Du coup, si on passe à la suite, en termes de responsabilité, c'est une question que pas mal de gens se posaient sur qui en fait gère cette partie-là, qui met à jour et ainsi de suite. Et dans notre cas, le setup initial, ça a été côté QA, c'est-à-dire que choisir l'outil, avoir des discussions avec les devs, avec le produit, avec le métier sur comment on voulait tester les choses. Ensuite, vu que le setup initial avait été fait par les QA, on a formé côté dev pour qu'ils puissent s'en servir, pour qu'ils comprennent exactement ce qu'on avait mis en place et surtout qu'ils puissent le maintenir et rajouter des choses. La maintenance maintenant, c'est clairement côté dev. Côté QA, il n'y a pas d'effort supplémentaire à fournir pour cette partie-là. On a complètement shifté la responsabilité. Et par contre, la partie amélioration, c'est partagé entre QA et dev. En fait, il y a des améliorations qui vont être d'ordre, on va dire, générique sur, je sais pas, la manière de présenter les résultats, sur la manière de se servir de certaines librairies Cassis, de certaines librairies autres que Cassis dans les tests. Tout ça, ça va plutôt être côté QA. Et par contre, des improvements sur les scénarios, le contenu des scénarios, rajouter certains endpoints, ou quand sur l'API en question, on rajoute un endpoint, vous avez en live le petit qui vient de rentrer et qui se balade du coup. Donc je disais, ouais, au niveau improvements côté dev, c'est eux qui, par exemple, quand ils vont rajouter un créneau, enfin vont rajouter par exemple une route sur l'API, vont aussi rajouter les tests qui vont avec. Donc là, c'est une responsabilité qui est plutôt partagée, qui fonctionne plutôt bien. Ils se sont vachement bien appropriés les choses et maintenant, c'est quand même assez agréable en fait d'avoir quelque chose qui tourne, qui, quand il passe au rouge, est vérifié et qu'on ne déploie pas en production si c'est rouge. Et c'est aussi simple que ça. Il y a eu une période de transition où ce n'était pas le cas, mais maintenant, tout le monde se sent responsable de ces tests-là. On arrive un petit peu sur la fin. Donc là, c'est un peu un tableau idyllique que je vous ai présenté, parce que globalement, si on déroule jusque-là, on a choisi un outil, on a mis en place des scénarios, on a mis des checks, puis ça fonctionne bien. Donc oui, pour le moment, c'est cool, mais en fait, il reste plein de choses à faire. Et donc, un point, par exemple, qui est hyper important et qu'on ne check pas du tout aujourd'hui, c'est à quel point on est en train de charger en termes d'infra derrière.
Ce qui serait intéressant, c'est qu'en parallèle de suivre le temps de réponse, on puisse aussi corréler ça au nombre d'instances qui sont déployées en ce moment, à la charge qu'elles prennent, parce que typiquement, on peut avoir des métriques qui sont toujours bons, pour autant, d'un run à l'autre, en fait, d'une version à l'autre, on est en train de progressivement charger nos instances, et on va arriver à un point de non-retour à un moment où d'un coup, nos métriques vont pas être bons, mais en fait, on l'aura pas vu venir. Au niveau de la maintenance des scénarios, pas forcément purement tech, mais vraiment du scénario fonctionnel, il y a un truc qu'on fait pas et qui serait plutôt cool, c'est de se servir automatiquement des logs qu'on a en production, de ce qui se passe, pour générer des scénarios. Alors c'est des choses qui sont techniquement possibles, mais qui prennent un peu de temps et en fonction de votre stack, ça peut être plus ou moins long. Nous, on aimerait bien le faire, pour s'éviter justement cette maintenance manuelle qui est de, une fois tous les 2-3 mois, d'aller regarder un petit peu ce qui se passe et d'essayer de voir s'il n'y a pas des scénarios qui sont moins pertinents qu'avant et si cette règle du 20-80, en fait, elle est toujours bien respectée ou pas. C'est cool, mais c'est pareil, en fait, là, pour le moment, je vous ai parlé que de cette API. Alors, OK, elle est au centre de nos systèmes et donc elle est hyper importante. Pour autant, il y a plein de systèmes autour qu'on aimerait tester un petit peu de la même manière, notamment toute la partie web qui vient taper sur cette API. Et ça, on le fait pas du tout aujourd'hui. Cassis le permettrait, hein, sans trop de soucis, mais c'est pas quelque chose qu'on fait. Donc, il reste encore beaucoup de boulot. Et donc, on arrive à la fin. Je vais prendre les quelques questions qu'il y a. N'hésitez pas à en poser, parce que j'ai creusé certains sujets, peut-être moins creusé d'autres. Et donc, je suis preneur de vos inputs là-dessus. Je vois qu'il y a une première question qui est quel est l'intérêt d'utiliser la partie cloud sur Cassis si on peut passer par la dockerisation dans Azure. Il y a un truc dont on n'a pas parlé ici, c'est d'où est-ce qu'on run les tests en fait. Dans notre cas, vu qu'on est sur un environnement qui est plutôt proche de notre environnement de dev que de notre environnement de prod, l'injecteur du test de perf, il n'est pas si important que ça pour nous. C'est-à-dire qu'on se contente de faire nos tests de perf depuis Azure. L'intérêt d'aller sur la partie cloud de Cassis, donc la partie payante de Cassis, je n'ai pas précisé, mais Cassis, là, c'est un outil open source et il propose des services payants. L'intérêt d'aller chez eux pour du service payant ou d'aller chez quelqu'un d'autre d'ailleurs pour du payant, c'est sur la partie injecteur. C'est de dire, par exemple, je veux que dans mes tests de perf, j'ai 90% du trafic qui vienne de France, 10% qui viennent d'Allemagne, parce que c'est plus représentatif de ce que vous avez en production, par exemple. Ça, c'est un critère qui nous intéresse pas dans l'immédiat, mais qui aurait pu intéresser quelqu'un. Et en l'occurrence, je peux comprendre qu'on aille sur Cassis Cloud si on a ce type de contrainte. Je continue. Alors, combien de temps il vous a fallu pour mettre le tout en place et exploiter vos premiers résultats une fois l'outil choisi? Mettre le tout en place proprement, ça se compte en mois. Et je pense que les premiers trucs, ça doit être février-mars 2020. Un vrai truc qui fonctionne correctement avec des scénarios dans la CI, qui tourne bien, c'était quelque part en juin. Donc ouais, je pense 3-4 mois pour avoir un truc qui tourne bien, c'est raisonnable. Et exploiter les premiers résultats, ça par contre, ça arrive quand même assez tôt. Parce qu'en fait, dès les premiers tests que vous faites sur des endpoints donnés, vous allez tout de suite vous rendre compte s'il y a des endpoints qui réagissent n'importe comment. Nous, en l'occurrence, ça nous a permis de voir qu'il y avait certains endpoints qui, en fait, dès qu'on les chargeait un petit peu, ils passaient de 1 seconde de temps de réponse à 10. Et tout simplement, c'est qu'il y avait des problématiques derrière tech à corriger. Et donc, on les avait corrigées au fur et à mesure de l'implémentation entre février et juin. Comment s'est passée la montée en compétences sur l'outil par l'équipe QA et est-ce que la documentation est claire? Alors, à l'époque, l'équipe QA, c'était moi. Donc, comment s'est passée la montée en compétences? Moi, je trouve plutôt bien. C'est-à-dire que j'avais déjà utilisé un peu Cassis avant sur d'autres petits projets et en l'occurrence, franchement, la doc, elle est hyper claire. Je rapprocherai la doc de Cassis d'une orga à la doc Cypress, par exemple. C'est une doc dans laquelle il y a pas mal d'exemples concrets, de trucs, d'exemples réels, en fait, qui montrent comment utiliser telle fonctionnalité. Et quand on n'a pas forcément des exemples dans la doc, il y a toujours le forum de Cassis, donc le community.cassis, qui fonctionne assez bien.
Est-ce que Cassis est un framework de test plus qu'un outil de test de charge et perf? Non, c'est pas un framework de. Au cœur du truc, c'est pas un framework de test en fait. Au cœur du truc, c'est un outil pour défoncer une API, pour faire du test de charge, quoi. API ou d'ailleurs n'importe quel endpoint, mais c'est vraiment un outil pour charger. Il s'avère que toute la partie test, check est très bien intégrée, mais la base du truc, c'est vraiment pour charger. Alors, quelle est l'architecture de test dans le cas de test avec plusieurs injecteurs? Est-ce qu'il y a un contrôleur qui agrège les résultats? Eh ben, c'est très simple. Euh, En fait, quand on a plusieurs injecteurs, alors il y a différentes façons de faire, hein. On peut imaginer qu'on gère ça à sa sauce, c'est-à-dire que depuis chacun des injecteurs, vous lancez certains scénarios Cassis, et donc c'est à vous d'agréger les résultats. Et ça peut se faire assez simplement à partir du moment où il y a un exporteur de résultats de test, par exemple au format JUnit, où ensuite l'agrégation se fait super simplement. Par contre, si vous passez par des outils comme Cassis Cloud, où il y a des équivalents, mais je ne les ai plus en tête, qui ne sont pas chez Cassis, mais qui, pareil, sont des versions payantes, ces outils-là, en fait, vont faire la répartition d'eux-mêmes. Donc, en fait, vous leur envoyez, vous mettez à disposition un seul scénario, et ensuite, c'est eux qui font la répartition. Doudou, oui, mais là, je ne peux pas te prendre. Ensuite, est-ce s'adapter à d'autres types de tests comme du test d'intégration? Ça, c'est plutôt. Enfin, oui, oui, on en fait ce qu'on veut en fait. Cassis, au final, permet de faire du HTTP, permet de faire du WebSocket, ce genre de choses. Si vous voulez juste tester je sais pas, un mini composant, un de vos microservices ou deux de vos microservices, c'est pas du test end-to-end, c'est pas du vrai test fonctionnel, c'est du test d'intégration entre certains de vos systèmes. Il n'y a pas de contre-indication à utiliser un truc comme Cassis, hein. Je continue. Tu parles de monitoring sur d'autres métriques, instances, charges, et ainsi de suite. Est-ce que Cassis peut les corréler ou faudra-t-il le faire à la main? C'est une très bonne question parce que je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est simple de faire que Cassis puisse enregistrer certaines métriques ou pas. Ce que je sais en tout cas, c'est que le faire à la main ne sera pas si compliqué parce que Cassis a notamment, et ça c'est pareil, je ne sais plus si c'est Cassis ou si c'est quelqu'un en open source qui l'avait fait, mais tu peux facilement exporter toutes tes métriques de Cassis dans des DB de type influx, donc des time series, où en fait, à un instant T, tu vas aller marquer telle métrique et telle métrique. Ce qui voudrait dire qu'en théorie, si tu as une instance InfluxDB, donc de time series, tu pourrais dire Cassis vient écrire dedans les infos qui sont relatives à ce que Cassis est capable de traquer. Et de l'autre côté, on pourrait très bien imaginer que Azure, moi, mes instances, j'ai du logging qui viennent mettre dans cette même instance Influx les métriques au bon moment. Donc, la corrélation pourrait être faite simplement. J'ai pas creusé suffisamment le sujet pour savoir si en prod, c'est un truc qui fonctionnerait vraiment comme je l'imagine. Mais en tout cas, je voyais pas de contraintes techniques pour le faire de façon assez clean, quoi. Question, est-ce que la plateforme de test étant proche de la dev, est-ce que les métriques peuvent résoudre des soucis éventuels de prod? Alors, la métrique en elle-même, la valeur seule, non. Parce que la valeur seule, en fait, elle n'aura pas forcément de sens pour représenter ce qui se passe en prod. Par contre, il y a pas mal de choses dans les variations qui sont intéressantes. C'est-à-dire que d'un run donné à un autre run donné, si vous voyez que toutes vos métriques baissent ou que toutes vos métriques montent, vous pouvez a priori vous douter qu'en prod, ça va être la même chose. Ce qui veut dire que concrètement, d'une version N à une version N+1, si d'un coup j'ai tous mes temps de réponse qui sont en train de baisser de façon drastique, soit j'ai des devs de génie qui ont fait un truc génial sur cette release, soit j'ai un gros souci quelque part. Et donc, avant de partir en prod, même si les tests ont été bons, je vais quand même aller creuser un petit peu ce sujet-là. Donc, je ne vais pas forcément résoudre des soucis de prod directement. Par contre, ça permet quand même d'anticiper énormément ce qui va se passer en prod, quoi. Alors, une question. Est-ce que est-ce qu'on met pas notre environnement de test par terre à chaque fois qu'on run ça dans le pipeline? Et donc, est-ce qu'il y a une charge raisonnable à trouver? Il y a bien entendu une charge raisonnable à trouver. Donc il y a plusieurs façons de faire du test de perf, hein, mais
En termes de charge, nous, on met une charge donnée. On a défini cette charge-là comme étant pertinente pour nous. On ne cherche pas à tuer notre système. Il y a d'autres types de tests de charge où l'idée, c'est je charge progressivement et je vois quand est-ce que mon système pète. Ce n'est pas le type de test qu'on met en place parce que ce n'est pas celui qui nous intéresse. On n'est pas dans un business où on va avoir une saisonnalité très forte et où, si je reprends l'exemple du Black Friday, un site de e-commerce, pour le jour du Black Friday, ça a du sens de faire du test de perf très violent, où on met beaucoup de charges d'un coup et on voit comment ça réagit. Nous, on est sur un domaine où ce qui nous intéresse, c'est la qualité de la donnée. Donc, que ça réponde pas forcément hyper vite, c'est finalement pas si grave que ça. C'est pour ça qu'on a des temps de réponse qui sont avec des targets à un 95e percentile à 1 seconde et un 99e à 2 secondes. Mais il faut que ça marche. Donc, du coup, dans la charge raisonnable qu'on fait sur l'environnement de test, c'est une charge qui équivaut globalement à ce qui se passe dans le pire des cas sur une année. Donc en fait, sur une année, nous, on va par exemple, en ce moment, c'est un petit peu une période compliquée pour nous parce que jeudi dernier, pour les Français qui sont là, du coup, il y a le site des impôts qui a ouvert. Et en fait, dans votre déclaration de revenus, si vous avez notamment des CPI, donc un des produits financiers qu'on propose, il faut les déclarer. Et donc, ce qui se passe le jeudi, quand le site des impôts ouvre, c'est que nous, dans les semaines qui suivent, globalement, on a beaucoup, beaucoup plus de connexions que d'habitude. Soit de gens qui viennent sur l'espace client pour récupérer des infos, soit de gens qui, du coup, vont être intéressés. Donc, on prend cette charge-là et on se dit que ça, c'est une bonne baseline pour nous, nos tests. Ensuite, Yannick qui parle charge nominale uniquement, du coup, pas de pic de charge. Alors, nous, on ne fait pas de pic de charge directement. Par contre, dans la manière dont on le fait quand même monter assez rapidement. C'est-à-dire que la charge maximum, on ne va pas chercher à ce qu'elle casse notre système. Pour autant, on ne va pas mettre 5 minutes à monter la charge maximum. On va mettre quelques secondes. Et donc, sur ce que j'ai décrit, par exemple, tout à l'heure en JSON, où je voyais 3 plus ou moins stages, un de montée, un de stabilité et un de descente. Nous, globalement, la montée, ça se compte en secondes. La stabilité, ça se compte en minutes. Et la descente, il n'y a quasiment pas de descente parce que ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse. Non, Doudou, je ne te prends pas. Est-ce que vous avez déjà utilisé Cassis sur des applications web? Est-ce qu'il y a un composant pour enregistrer? Vous savez ce que ça dit. Alors, le composant pour enregistrer, non, je ne l'ai pas utilisé. Donc, je serais bien incapable de dire s'il fonctionne bien. Après, j'avoue que je partirais probablement avec un a priori assez négatif, qui est que à chaque fois que j'ai vu des composants qui, en gros, te proposent d'enregistrer un scénario et de le transformer dans un format de test donné, globalement, à chaque fois, ça donne un truc qui n'est pas de top niveau. Oui, qui est utile pour commencer, mais qui n'est pas de top niveau. Donc, le fait d'enregistrer un scénario au format HR et ensuite de le transformer, je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Après, du HR, finalement, c'est juste une suite de call HTTP, donc peut-être que ce serait pas si mal. Je ne sais pas. Est-ce que nous, on a essayé d'utiliser Cassis sur des applis web? Pas encore, mais on est en train de revoir certains de nos applicatifs web, notamment la souscription. Et une fois là qu'on aura un premier truc qui sera proche de la production, on se penchera justement sur ça. Donc, on ne l'a pas fait jusqu'à présent, mais en tout cas, on va peut-être y venir. Je crois que j'ai répondu à peu près toutes les questions. Il y en avait une sur quels étaient les critères de choix, mais on en a un petit peu parlé, et qui étaient les concurrents. Globalement, en concurrent en face, ça aurait été un Gatling, mais le langage était moins... Enfin, ça accrochait moins pour chez nous, quoi. En termes d'outils, sinon, c'est quand même assez proche, parce que c'est un bon outil aussi. Je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Je ne sais pas si dans le chat, il y en avait certaines ou pas. Non, il n'y en a pas eu via le chat, mais en tout cas, pas mal de retours très positifs par rapport à cette présentation. Et en tout cas, les participants semblent être comblés. Et pour information, on a aussi Nicole van der Hoeven, désolée pour la prononciation, qui du coup est de Cassis. Et je ne sais plus si elle est toujours connectée, mais en tout cas, a partagé quelques informations dans le chat.
et qui est développeur advocate. Voilà, donc que du Si positif en vous tout avez cas. d'autres questions plus tard ou quoi que ce soit, n'hésitez pas sur LinkedIn ou ailleurs, vous m'envoyez un message et j'essaierai d'y répondre au vu de notre expérience, qui n'est pas forcément le meilleur exemple, mais en tout cas, si je peux y répondre, j'y répondrai. Bah, du coup, merci beaucoup Yann pour cette présentation. Encore tous ces messages en commentaire, je pense que tout le monde a appris énormément de choses ce soir et je pense que pas mal de personnes vont s'y mettre. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez rester connectés du coup à cet événement Meetup, activer vos caméras et micros et bah, discuter sans pizza et sans bière, mais en tout cas c'est possible si vous le souhaitez. L'événement sera stoppé d'ici une petite demi-heure, donc c'est pour ceux qui le souhaitent. Et encore une fois, merci Yann. L'enregistrement sera partagé sur la chaîne YouTube et le lien sera partagé dans les prochains jours sur Meetup, sur Twitter et un peu partout. Voilà, merci à tous pour votre participation et du coup on se retrouve très prochainement pour un nouvel événement de Ministry of Testing France. Merci beaucoup, bonne soirée, à bientôt.